à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va débriefer l'étape numéro 4 de ce Tour de Romandie. Il s'est passé énormément de choses dans cette étape numéro 4, c'était une étape vraiment attendue, énormément de dénivelé positif, une arrivée à plus de 2000 mètres d'altitude, plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Une dernière difficulté qui faisait plus de 20 km, je vous l'avais annoncé hier dans la présentation, ça allait techniquement faire mal et rajouter à cela des conditions climatiques absolument exécrables mais qui sont assez habituelles sur le Tour de Romandie, d'avoir des conditions un petit peu difficiles. C'est vraiment c'est assez récurrent, je ne sais pas, il y a une sorte de microclimat en Suisse fin avril début mai pour qu'il y ait toujours de la pluie sur le Tour de Romandie. On parlera bien entendu de la chute de Geraint Thomas également dans cette vidéo, on fera les top et flop, on parlera des bleus. On fera également une présentation un peu plus importante de l'étape numéro 5 avec une présentation également des enjeux de cette étape numéro 5. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci et dépasser. Là, on a plus de 500 abonnés, je vous en félicite déjà, mais on peut atteindre les sommets. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, des top et flop également. Voilà pour cette étape numéro 4. On va commencer tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je vais faire assez vite parce que bon, du côté des bleus, c'était un petit peu la soupe à la grimace aujourd'hui, sauf pour un seul coureur, Ben O'Connor. Ben O'Connor, il nous a encore sorti une très très grande montée. Il aime bien, j'ai l'impression, Ben O'Connor, les montées un petit peu longues, c'est-à-dire les montées sèches, un peu puncher. C'est pas trop son truc, j'ai l'impression. Par contre, Ben O'Connor, sur les montées longues, ça avait déjà été le cas l'année dernière sur le Stelvio, où il avait été très très bon. Ben O'Connor, ce jour-là, le coureur de NTT, bien là, il a encore fait une belle étape. Il a bien réagi aux attaques. Alors, il n'a pas réussi à suivre Geraint Thomas et Michael Woods, mais il n'a pas été attentiste. Il a tenté de faire la différence. Moi, ce que j'ai aimé chez Ben O'Connor, c'est qu'il a pas tenté de se mettre dans le rouge. Il a tenté de revenir sur Michael Woods et Geraint Thomas qui étaient partis sur lui, mais en revenant au train. Et ça, c'est intelligent, parce que beaucoup de coureurs auraient décidé de se mettre dans le rouge parce que c'était Geraint Thomas, parce qu'on veut attraper tout de suite la bonne roue. Or, Ben O'Connor, il a été intelligent de saisir l'opportunité en essayant de revenir au train. Alors, ça n'a pas marché. Ça aurait pu marcher pour Ben O'Connor, mais je trouve que c'est intelligent. C'est ce qui lui permet également de limiter la casse par rapport à un Michael Woods dans le final, parce qu'il y a 20 secondes, je crois, d'écart entre les deux coureurs. 17 secondes, voilà, même précisément, et il se retrouve 3e du classement général, alors que ce matin il était quand même 17e, il faut le rappeler. Donc c'est vraiment une belle étape de la part de Ben O'Connor. Bon, Clément Champoussin, c'est une demi-déception pour Clément Champoussin, première année chez les professionnels. Des conditions extrêmement difficiles, 5 jours de course également, l'étape d'hier n'avait pas été facile, les conditions climatiques étaient également compliquées. Je pense que ça lui a pesé un petit peu dans les jambes, l'accumulation, on va dire, d'efforts intenses dans des conditions difficiles au bout de quelques jours d'épreuve. Après, il aura beaucoup de choses à retenir, je pense, de cette étape où il a explosé, hein, il perd 13 minutes. Il a complètement explosé Clément Champoussin, mais il aura beaucoup de choses à retenir sur la manière de travailler, la manière de préparer également ce type d'effort, ce type de journée. Peut-être qu'il y a des choses à modifier dans sa préparation. Mais moi, je pense que Clément Champoussin, certains lui mettent peut-être déjà un peu trop la pression. Il faut rester calme, il est très jeune. On s'aperçoit que les coureurs jeunes aujourd'hui, c'est pas le seul à avoir pété. Van Wilder, dont j'avais parlé il y a 2 jours, a également pété. Qui d'autre, Sepkus, qui est pas très âgé non plus, a fini 13e et perd 2,45. Sur des journées comme ça, l'expérience fait énormément, parce que déjà l'expérience, c'est l'expérience au niveau de la nutrition, et sur des journées comme ça où il fait froid, où il y a beaucoup d'efforts, il faut savoir se nourrir, il faut se connaître, il faut connaître ses besoins au niveau calorique, et ça c'est vrai que des coureurs qui ont de l'expérience,
Ils sont plus habitués à faire ça. De toute manière, les mecs qui sont devant, très clairement, c'est pas des mecs qui ont. Je pense que le plus jeune, c'est Masnada. Parce que je pense qu'Hamilton est de tête, je crois, il est pas très jeune non plus. Woods, O'Connor, je crois que c'est 26 ou 27 ans. Masnada, doit être à peu près dans les mêmes eaux aussi. C'est 25. Ah, c'est 25. Ah, je le voyais plus vieux, O'Connor. Je me suis gouré. Mais Masnada, ça doit être 25, oui, 27 ans. Voilà, on est sur des coureurs qui ont quand même déjà plusieurs années d'expérience. Et dans ces conditions-là, c'est vraiment important. Et puis, Ben O'Connor, il doit aimer les conditions difficiles parce que c'est vrai que sur le Tour d'Italie l'année dernière, l'étape de... Il faisait pas chaud hein, sur l'étape du Stelvio. Pardon. Mais du côté bon de Champoussin, bah, c'est l'expérience qui entre. Alors ça fait un peu mal aujourd'hui parce que la journée a été difficile. Demain il y aura le contre-la-montre. Il faudra voir également ce qu'il va faire sur le contre-la-montre. Ça sera intéressant de suivre son chrono pour voir. Il l'a très clairement dit, hein, il n'a pas fait de travail spécifique sur le contre-la-montre, donc de voir à quel niveau il se place sans travail spécifique. S'il arrive à être dans les 25 premiers, imaginons, sans travail spécifique, ça sera une très bonne performance sur un contre-la-montre de 16 km. Donc ça sera très intéressant également à voir dans cette journée-là. Je parle pas des autres coureurs dans des équipes françaises. On peut saluer quand même Reichenbach qui fait encore 17e de l'étape. Dommage que Reichenbach n'ait jamais vraiment été un coureur qu'adorait frotter, parce que c'est vrai que je pense qu'à un moment de sa carrière, il aurait pu faire des top 10 sur les grands tours. Ça reste un coureur quand même solide. Et puis le petit Matteo Badilati, hein, également le Suisse de la Groupama. Intéressant de le voir à ce niveau-là à 28 ans. Voilà, c'est pas un coureur qui a énormément d'expérience parce qu'il est passé dans pas mal d'équipes. Il arrivait tard déjà hein, dans le cyclisme professionnel. Mais il sera sur le Giro. Ça sera peut-être un coureur à suivre pour des échappées sur le Giro, le petit Badilati. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Geraint Thomas. Et vous allez me dire, mais il est complètement fou. Geraint Thomas aujourd'hui s'est pété la gueule comme une merde et a quand même perdu du temps. Alors, on va déjà revenir sur la chute. Les images de la chute tout de suite. Merci. C'est avec la page Twitter dans la musette ou je sais plus comment. Je crois que c'est dans la musette sur Twitter où qui prend beaucoup de screenshots d'étapes. Donc j'ai récupéré un de ces screenshots. Bon, en fait, tout simplement, il a voulu passer une vitesse et je pense que le guidon était, dans ces conditions-là, le guidon est humide. Sa main a glissé, tout simplement. Donc, il a perdu un point d'appui et tout de suite, quand vous perdez un point d'appui et que vous vous mettez en danseuse, c'est pas top. Moi, ça m'était arrivé une fois. J'ai pété une pédale de vélo comme ça. Bah, tu te pètes la gueule comme une merde. J'avais fait à peu près la même chose, la même chute, que à une vitesse aussi inférieure quand même. Mais oui, bah quand vous perdez tout de suite un point d'appui, vous êtes déséquilibré, donc vous tombez. Vous penchez d'un côté. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé à Geraint Thomas. Alors, est-ce que c'est la marque de Guillaume qui était défaillante ou les gants de vélo parce qu'il avait des gants de vélo au départ, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas de gants de vélo. Mais non, il y avait des gants de vélo. Donc, c'est parce que sans gants de vélo, vous savez, avec le froid, vous avez de moins bonnes sensations au niveau des mains, ça peut jouer. Peut-être que c'est ça, même avec les gants de vélo, hein, peut-être qu'il y avait de moins bonnes sensations au niveau des mains, mais la main a glissé, a ripé pour Geraint Thomas. Malgré tout, il n'est qu'à 11 secondes au général. Malgré ce problème-là. Et je voudrais juste rappeler quelque chose. Depuis quand on ne l'avait pas vu en position de jouer la gagne sur une arrivée à plus de 1800 mètres d'altitude? Depuis sa victoire sur le Tour de France. Tout simplement. Avec Geraint Thomas. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on l'a peu vu, et surtout sur des étapes de haute altitude, avec là encore une fois plus de 4000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. C'était pas une petite étape. Donc Geraint Thomas, je trouve qu'aujourd'hui, il a gagné beaucoup. Parce que très clairement, moi-même, je ne savais pas qui était le leader de cette équipe. Pour le prochain Tour de France, notamment. Là, Geraint Thomas, il a marqué des points aujourd'hui. Parce que la montée finale qu'il réalise, c'est du solide. C'est du costaud de la part de Geraint Thomas. Le contre-la-montre également. Parce que sur le contre-la-montre, comme Richie Porte, de manière un peu moins importante, il fait une très belle montée. Et contrairement à Richie Porte, lui, il fait pas la montée en danseuse. Il a fait assis sur son vélo, sur la selle. Donc c'est peut-être encore plus impressionnant. J'avais peut-être négligé
de mettre en avant cet aspect-là. Mais Geraint Thomas aujourd'hui, solide. 21 secondes de perdu, on va dire, mais il s'est quand même relevé très vite. Voilà, la déception, il l'a passé assez vite. Surtout que le vélo va pas vouloir partir tout de suite, donc il a quasiment fini à pied, Geraint Thomas. Et voilà, au classement général, il a 11 secondes. Demain, sur un contre-la-montre, 11 secondes, c'est rien. Je continue avec Michael Woods. Pourquoi ? Parce que pour moi, Michael Woods, c'était un coureur puncher, mais c'était pas un grimpeur, Michael Woods. Alors pour moi, c'était un puncher comme je veux dire Julien Alaphilippe, plutôt comme Cosnefroy, plutôt dans le profil de Cosnefroy. C'est un très bon puncher, bon coureur en moyenne montagne, mais en haute montagne, pour moi, Michael Woods, ça tenait pas la route. Voilà, il était pas forcément au niveau des meilleurs. Là aujourd'hui, il a fait une très très belle étape, Michael Woods. 2000 mètres d'altitude, c'est pas une montée insignifiante. 20 km de montée, c'était quasiment 1 heure la durée de la montée. Donc c'est une belle étape de la part de Michael Woods. Surtout pas forcément aidé par son équipe, parce que à côté de lui, il n'y avait pas Chris Froome pendant une grande partie de la journée. Enfin voilà, si on regarde les Israel Startup Nation aujourd'hui, je pense qu'ils finissent tous extrêmement loin. Voilà, Reto Holenstein est 58e, Björn Schmidt qui était à un moment en chasse-patate était 80e, Guillaume Boivin et Chris Froome finissent ensemble, ce qui n'est pas du tout inquiétant en passant pour Chris Froome, et Alex Dosset a abandonné. Mais Michael Woods aujourd'hui, il fait une très belle journée, très belle étape. Il a vraiment fait du bon travail. Alors demain, 11 secondes sur Geraint Thomas, ça me semble un peu faible pour le contre-la-montre. Mais aujourd'hui, il a montré que ça pouvait être un vrai grimpeur. Un vrai grimpeur qui peut faire, je sais pas, 5e, 6e d'un général d'un grand tour. C'est peut-être intéressant. Michael Woods, je sais pas ce qu'il fait dans la suite de sa séance. Je vais regarder tout de suite. Il fait le Tour de France. C'est pas une mauvaise... Enfin, bon, on va voir sur le contre-la-montre, c'est peut-être pas le grand tour qui lui correspond le plus. Mais un Michael Woods sur un Vuelta, c'est solide. Et moi, je ne le voyais pas à ce niveau-là, parce que si je regarde Michael Woods sur les grands tours, ça ne me dit rien qu'il ait eu des grands résultats. Je ne sais pas si je vais trouver l'information rapidement. En même temps, il n'a que 6 grands tours de Giro, 3 Vuelta, 1 Tour de France. Mais j'ai pas souvenir qu'il ait déjà fait... Ah si, il a fait 7e d'une Vuelta. Non, j'ai rien dit. 7e d'une Vuelta en 2017, ça remonte un petit peu. Mais pour moi, c'était pas un coureur vraiment qui était en capacité de faire des belles performances à ce niveau-là sur des grandes montées. Et je trouve qu'il a fait vraiment une très très belle journée. Et puis je voulais finir avec Fausto Masnada. Là encore, très belle étape de Fausto Masnada qui, je trouve, c'est ce que je me disais en réflexion interne, se bonifiait avec le temps. Alors certes, lui, il a commencé chez Androni Giocattoli. Il n'est pas arrivé tôt non plus dans le cyclisme. Voilà, mais il est arrivé chez Androni Giocattoli. Il a rejoint De Koninck l'année dernière au mois d'août. Il faut savoir que ça fait partie des coureurs qui n'étaient pas payés et qui n'avaient toujours pas couru avec la CCC, parce qu'il avait rejoint la CCC en 2020. Mais en fait, il n'a pas couru avec la CCC, donc c'est pour ça qu'il avait rejoint De Koninck en cours d'année. Et depuis qu'il est chez De Koninck, je trouve qu'il a vraiment il fait du bon travail en tant qu'équipier, je trouve. 10e quand même de l'UAE Tour, ce qui n'est pas négligeable. Il a fait, surtout que cette année, l'UAE Tour, il y avait du monde. 15e du Tour de Catalogne. C'est pas un mec qui gagnera pour moi un Tour d'Italie ou une course de ce type. Par contre, c'est un excellent équipier. Donc, pour un petit Portugais, dans une équipe belge, ça peut être intéressant, ou même pour un Belge si son niveau de reprise est incroyable. Et puis c'est un coureur qui peut totalement faire un top 10 sur un grand tour comme la Vuelta, où cette année il y aura un peu moins de monde parce que un peu de fatigue due à la saison olympique. C'est un coureur qu'il va falloir suivre cette année, Fausto Masnada, parce que je pense qu'on va le revoir encore aux avant-postes dans les semaines à venir. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Bonnet d'âne très vite, parce que je suis déjà à 15 minutes de vidéo. J'ai mis Kelderman. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il finit 11e avec Arensman. Et pour moi, Kelderman doit être en capacité d'être avec des mecs comme Marc Soler et Damiano Caruso. Il finit quand même à 1 minute de Marc Soler aujourd'hui, ou Wilco Kelderman. Ce que je trouve est un peu beaucoup. Et de la semaine, très clairement, on l'a pas vu. Alors, il était au chaud dans le peloton, mais on ne l'a pas vu. Il fait pas un très grand prologue.
sur le reste de la semaine, on a vu 2-3 attaques de sa part, mais c'était quand même pas folichon. Et puis le deuxième que j'ai mis en flop, c'est Mark Hirschi. Je m'attendais aujourd'hui mieux de Mark Hirschi, et j'ai l'impression qu'il est toujours pas en très grande forme, Mark Hirschi, parce que c'est pas lui. Il a fait sur le Tour de Romandie, il y a eu quelques sprints, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu sa saison, il y a Liège-Bastogne-Liège, il y a 2-3 étapes sur le Tour de Romandie, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre pour Mark Hirschi. Il a repris extrêmement tard. Est-ce qu'il n'a pas été malade non plus pendant cette période de pause? On n'a pas su vraiment pourquoi il l'avait repris aussi tard, Mark Hirschi. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal, je trouve, pour un coureur de ce type. On passe tout de suite à l'étape numéro 16. Étape numéro 16, qu'est-ce que je raconte? En plus, j'avais même pas activé l'étape, donc ça va me demander un petit peu de temps. C'est un contre-la-montre, il fait 16 km. C'est un contre-la-montre intéressant. Cette étape numéro 5 de ce Tour de Romandie, un contre-la-montre, 16 km, vous pouvez le voir à l'écran, une côte, le chemin de Lorette, 800 mètres à 13,3% de moyenne, côte de première catégorie. Et puis vous voyez, le parcours est quand même pas tout plat. Le dernier kilomètre et demi également, le dernier kilomètre géré étant, il y a 2 rampes, 2 murs pour l'arrivée à Fribourg. Voilà, c'est pas un contre-la-montre tout plat du côté de la Suisse. Les belles bagarres. Alors déjà mes favoris pour moi c'est Geraint Thomas, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même en très grande forme, et puis il va être très revanchard. Rohan Dennis également, parce que sur un contre-la-montre comme ça avec quelques petites côtes, pour moi il est meilleur que Ganna. Puis Ganna a pas l'air d'être en grande forme. Et puis je mets Rémi Cavagna, parce que c'est un contre-la-montre bien plus long que le prologue et qu'il l'affectionne beaucoup plus, et contre-la-montre au-delà de 10-15 km. Et en plus, celui-là est un petit peu vallonné, donc il a quand même des petites qualités en bosse qui peuvent être intéressantes pour cette journée. La bagarre à suivre, ça sera bien entendu la bagarre pour la victoire finale. Ça va jouer pour moi entre Michael Woods, Geraint Thomas, voire peut-être Ben O'Connor. Le podium n'est pas joué parce qu'il ne faut pas négliger Richie Porte qui a 36 secondes. Marc Soler, pour moi, peut être le grand perdant de cette journée parce qu'il a 33 secondes, c'est quand même pas le meilleur au niveau du contre-la-montre. Michael Woods, là aussi sur le contre-la-montre, on sait que c'est pas forcément son point fort. Faudra faire attention également, pourquoi pas un Damiano Caruso qui est pour le moment 9ème à 1 minute 04. Mais ça le place qu'à 20 secondes d'un Fausto Masnada qui est 6ème. Et Caruso, c'est pas mal sur le contre-la-montre. Faudra faire attention également à Yann Izaguirre. Pourquoi pas gagner 1 à 2 positions pour Yann Izaguirre, et pourquoi pas rentrer dans le top 5. Il est pour le moment à 48 secondes. Un contre-la-montre de 16 km, on peut perdre 1 minute sur un contre-la-montre de ce type-là, si on n'est pas dans un grand jour. Et puis il faudra voir les conditions climatiques, il faudra voir aussi la récupération, parce que avec des conditions climatiques qui ont été aussi dures ces derniers jours, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour certains coureurs. Il faudra faire également attention à une bagarre entre Arensman et Kelderman pour le top 10, parce que les deux sont séparés de 5 secondes. Et le petit Arensman, il a l'air quand même d'être pas mauvais, et Kelderman, qui fait partie de mes flops, n'a pas l'air d'être en grande forme. Et du côté des Français, là, ça sera un petit peu compliqué. Kany Ellisson des 27e, et le contre-la-montre, c'est pas fort. Et puis Clément Champoussin, donc est 32e. Il y a quand même 1 minute 30 quasiment d'écart avec Carada, donc ça va être compliqué de récupérer des places devant. Et derrière, il faudra faire attention à Félix Gall, qui est 5 secondes derrière lui. On va voir comment il va se comporter sur ce contre-la-montre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.